cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoireetcivilisation.com à partir d'€1 par mois. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de nos cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer au judaïsme à l'époque romaine. Un premier épisode sera consacré aux relations entre Rome et Jérusalem, un deuxième à ce personnage absolument essentiel pour nous, historiens. J'ai nommé Flavius Joseph, sans qui, bien évidemment, nous n'aurions pas grand-chose à dire sur cette époque et sur le sujet. Et enfin, un dernier volet sera, lui, consacré à l'année 70 et à la fameuse chute de Jérusalem. Mireille Hadas-Lebel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne helléniste hébraïsante, professeure émérite d'histoire des religions de l'université Paris-Sorbonne et vous venez de publier dans la prestigieuse collection bouquins les œuvres complètes de Flavius Joseph. Alors vous, évidemment, vous connaissez très très bien le sujet. Vous aviez publié il y a plusieurs années déjà aux éditions Fayard une biographie qui est toujours disponible encore de nos jours. Donc Flavius Joseph le Juif de Rome. Mireille Hadas-Lebel, les premiers liens de Rome avec les Juifs datent du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils sont mentionnés par le livre des Maccabées et ce sont, vous dites, des liens d'amitié ? Et oui, c'est très surprenant. D'abord, il a fallu du temps pour que Rome découvre Jérusalem. Et il a fallu aussi du temps pour que les Juifs, les Judéens, découvrent Rome. Ils se sont aperçus de sa puissance en Orient lorsque Rome a commencé à conquérir pays après pays tous les bords de la Méditerranée, qui sont arrivés jusqu'en Syrie, où régnait le roi Antiochus III, un séleucide, et ils lui ont imposé un tribut. Donc voilà que ce roi, qui à l'époque dominait la Judée, c'était une domination qui était douce, relativement, eh bien venait de se faire battre par les Romains. Et en outre, les Romains, plus tard, lorsque son fils Antiochus IV a essayé de conquérir l'Égypte, voilà que les Romains sont arrivés dans la région et l'ont intimidé tellement qu'il a dû repartir. Alors lorsque les Judéens se sont révoltés contre Antiochus IV, qui est dit Épiphane, qui n'était pas aussi bon roi que son père, eh bien, leur chef, qui n'était autre que Judas Maccabée, a eu l'idée de s'adresser aux Romains pour leur demander leur appui. Et le premier document que nous avons, c'est un document, un traité d'alliance et d'amitié entre Rome et les Judéens révoltés. Alors, avant l'arrivée de Pompée en 63 avant Jésus-Christ, l'auteur Flavius Joseph présente une ère d'indépendance pour les Juifs. Mais Pompée, lui, va changer radicalement la donne. L'idylle, parce que idylle il y avait, se transforme en véritable hostilité. Oui, en fait, ce traité d'amitié et d'alliance, je ne sais pas s'il a été très effectif pendant tout ce temps, mais a duré un bon siècle et a été renouvelé par les successeurs de Judas Maccabée qui ont même établi une royauté sur le pays, c'est la royauté hasmonéenne. Et puis, voilà que deux frères se disputent le pouvoir et que il demande l'arbitrage de Rome. Donc on nous joue là la fable de l'huître et des plaideurs. Parce que Pompée, qui vient d'asservir la Syrie définitivement et qui l'a transformée en province romaine, doit arbitrer. Et il arbitre en faveur d'un des frères, l'autre est réfugié dans Jérusalem, et Pompée fait le siège de Jérusalem. Voilà qu'il entre dans la ville, mais pas seulement dans la ville, dans le temple, et pas seulement dans le temple, jusque dans le Saint des Saints,
où le grand prêtre n'a le droit d'entrer qu'une fois par an, le jour de Kippour. Voilà. Et c'est ressenti comme un sacrilège épouvantable, outre le fait qu'il a pris parti dans une guerre civile et qu'il y a la moitié de la population au moins qui lui est hostile. Donc Rome change de visage à ce moment-là. Elle prend un visage hostile, sacrilège, et nous avons des textes anonymes, appelés psaumes de Salomon, qui datent, on peut le dater de la fin du 1er siècle avant, et qui se réjouissent de la mort ignominieuse de Pompée, qui, vaincu par César, s'est enfui vers l'Égypte en comptant sur le jeune roi Ptolémée pour le soutenir et l'accueillir, et puis pas du tout. On lui a envoyé des assassins qui l'ont même pas laissé débarquer en Égypte. Est-ce que après ce moment fatidique de 63 avant Jésus-Christ, est-ce que après se développe une littérature anti-romaine, voire apocalyptique? Comment est lu cet événement de la prise du temple par les Juifs de l'époque? Alors. Il y a, donc je citais les psaumes de Salomon, nous avons aussi la littérature de Qumran, que l'on connaît depuis peu de temps, puisque elle a commencé à être découverte en 1947. Et là, on découvre des documents inconnus jusqu'alors, qui sont des commentaires des prophètes, où les Chaldéens d'autrefois sont identifiés aux Kittim qui viennent de loin, qui ravagent tout sur leur passage, qui sacrifient à leurs enseignes. Alors là, ça commence à devenir plus précis et on comprend que ce sont les Romains. Et eux, ce sont en quelque sorte les ennemis de la fin des temps. Mais encore, il y a le livre de Daniel. Le livre de Daniel avait présenté les Romains d'une manière flatteuse sous le nom de Kittim déjà. Mais on le réinterprète, car Daniel avait annoncé qu'il y aurait 4 empires successifs qui se partageraient le monde. En fait, c'est surtout l'univers, surtout l'Orient. Et on reconnaît à travers ces visions, qui sont très imagées, mais leur interprétation est claire, qu'il y aurait la Babylonie, la Médie, la Perse, et puis les conquêtes d'Alexandre le Grand et ses successeurs, les Diadoques. Et puis maintenant, la 4e puissance, celle qui devra être vaincue à la fin des temps, et qui est la puissance du mal, va être petit à petit identifiée à Rome. D'autant que Rome a mis sur le trône un roi dont les Juifs ne voulaient absolument pas. Ce roi, c'est Hérode, qui est détesté par son peuple, et on se méfie aussi de ses successeurs. Sa succession se passera très mal d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, vous avez écrit une biographie d'Hérode. Oui. Rappelez-moi chez Fayard aussi. Chez Fayard également. Que signifie être juif sous l'Empire romain? La vie des Juifs à Rome est-elle différente de celle à Alexandrie ou bien à Jérusalem? Quelle est la place de la diaspora? Alors, vous faites bien de mentionner la diaspora, parce qu'on pense toujours que les Juifs vivent dans leur pays, mais non. D'abord, il y en a qui sont restés en Babylonie depuis l'édit de Cyrus, qui a autorisé les Judéens à reconstruire leur temple. Alors, je vous parle de moins 535. Bon. Mais il y a aussi des Juifs en Égypte et une communauté très prospère à Alexandrie, qui a fourni un philosophe, plutôt exégète, qui s'appelle Philon d'Alexandrie. Il y a des Juifs en Asie mineure. Et là, on commence à entendre parler d'eux, par Cicéron. Figurez-vous. Car Cicéron a à défendre un gouverneur d'Asie, c'est comme ça que les Romains appellent la province, qui est la Turquie actuelle. Il y a un gouverneur d'Asie qui avait confisqué les sommes que les Juifs envoyaient annuellement au temple de Jérusalem pour l'entretien du temple.
Et il se plaint de la présence à Rome, sur le forum, pendant qu'il plaide, de juifs qui font du bruit, parce qu'ils ne sont pas très contents, qui prennent la défense de ce Flaccus qui avait été malhonnête. Donc, voilà, nous avons quelques faisceaux de lumière sur quelques communautés, mais il y a aussi l'archéologie. Et l'archéologie nous montre une présence juive dans les îles de la mer Égée, par exemple. Puis aussi tout autour du bassin oriental de la Méditerranée. Donc là, en fait, au 1er siècle, la diaspora est plus importante en nombre que les Juifs vivant à Jérusalem. Et vous m'interrogez sur leur rapport. Ben, je crois que c'est Philon d'Alexandrie qui a le mieux exprimé ce qu'il en est, car il vit dans une communauté qui est encore de son temps très florissante. Elle le restera pas longtemps après. Il dit que Jérusalem est la métropolis, et que les pays où les Juifs se trouvent dispersés sont la patrie. Alors comprenez bien, étymologiquement, il y a la mère et le père. Voilà, donc il y a cette fidélité qui fait qu'on se sent rattaché à une ville-mère, quelquefois sans être du tout d'origine, car il y a de toute évidence, des conversions qui expliquent le grand nombre des Juifs dans l'Empire romain, puisque certains historiens, je ne sais pas très bien comment ils font leur calcul, estiment à 1 sur 10 la présence des Juifs dans l'Empire romain. Alors, la domination romaine dans le quotidien, comment s'exprime-t-elle? On a l'image du publicain dans les évangiles. Elle s'exprime comment? Par les impôts, par l'armée, une administration très importante? Oui, alors il faut voir que ça a été progressif. Et que, en fait, ce que j'aurais dû dire avant, c'est que sous Jules César, tout s'était arrangé. Vous savez, les Juifs avaient pleuré Jules César pendant 3 nuits sur... Bien, mais car il avait envoyé dans tout l'Orient des décrets ordonnant de respecter le culte juif. Donc il y a un respect pour tout ce qui est tradition ancestrale, mos maiorum comme on dit en latin, n'est-ce pas? Ça, c'est une religion ancienne, il faut la vénérer. Bien, maintenant. Vous me parlez de la domination romaine. La domination romaine directe, alors. La domination romaine directe sur la Judée, puisque après Pompée, il y a eu aussi Hérode qui donnait une impression d'autonomie, d'indépendance même. Eh bien, comme la succession d'Hérode se passe mal, en l'an 6 de l'ère courante, Auguste dépose le fils d'Hérode qui avait obtenu la plus grande part de l'ancien royaume. C'est-à-dire, si je vais du nord au sud, la Galilée, la Samarie, non pas la Galilée, pardon, la Samarie, la Judée et l'Idumée. Voilà, ça c'était vraiment le cœur du royaume, et il avait laissé la Galilée et quelques régions situées en Syrie à 2 autres fils d'Hérode. Donc le gouvernement direct de Rome commence en l'an 6, quand on envoie un gouverneur, je ne l'appelle pas procurateur, vous voyez, parce que on a découvert des inscriptions plus tardives, 10 ans plus tard, disant que son vrai titre était praefectus. Bon, mais ce praefectus siège à Césarée. Césarée, c'est idéal pour un Romain. Ça a été construit par Hérode, suivant des normes tout à fait modernes. Césarée maritime. Et il y a tout ce qu'il faut pour plaire à un Romain. Il y a théâtre, amphithéâtre, hippodrome et même temple à Auguste et à Rome. Alors, bien. Donc les gouverneurs s'y sentent très bien.
Mais lorsqu'ils vont à Jérusalem, c'est une autre affaire. Ils sentent qu'il y a une hostilité autour d'eux. Leurs troupes, surtout lorsqu'elles arrivent avec des enseignes impériales, sont mal reçues. C'est une ville où il y a toujours des incidents, des émeutes lorsque les troupes romaines apparaissent. Oui, c'est que en l'an 6, depuis l'an 6 règne une agitation endémique, car on a découvert que la domination romaine qu'on croyait douce et souhaitable, en fait, ça n'était pas du tout ce qu'on pensait, et qu'il fallait payer un tribut à Rome. Et ce tribut était un signe de sujétion. Donc c'est à ce moment-là qu'est apparu ce que l'auteur dont nous allons parler tout à l'heure, Flavius Joseph, appelle la 4e philosophie, nous allons voir pourquoi, c'est-à-dire un mouvement nationaliste très fort, qui va entraîner au fil du siècle les Juifs vers la révolte contre Rome. Alors, vous évoquez le fait qu'il y ait malgré tout un moment où Rome apparaissait un peu, est-ce qu'on peut dire comme une puissance protectrice de la religion, protectrice des cultes, oui, mais aussi des biens et des personnes? Alors, Rome est protectrice du culte sans nul doute. C'est sa politique. Elle ne comprend rien du tout au culte juif, mais puisque c'est leur affaire, n'est-ce pas, qu'ils continuent entre eux. Elle impose un tribut. Au quotidien, elle sent, au début du siècle, du 1er siècle, qu'elle suscite de l'hostilité. Je ne sais pas s'ils sentent vraiment monter la révolte. Si, parce qu'ils répriment quand même beaucoup. Ils répriment beaucoup. Est-ce qu'il y a des abus de la part du pouvoir romain? Abus fiscaux? Il y a des abus fiscaux. Ça s'accentue à l'époque de Néron. Mais entre-temps, cette agitation endémique a entraîné un nombre important de châtiments, et le châtiment du rebelle dans les provinces, c'est la crucifixion. Donc depuis la mort d'Hérode, la crucifixion est devenue très courante. Et les fils de celui qui avait lancé la révolte de l'an 6 sont eux-mêmes crucifiés. Est-ce que les Juifs acceptaient de rendre un culte à l'empereur? Non. Et on n'a pas cherché à leur imposer, sauf lorsqu'il y a eu un empereur fou, Caligula, qui a souhaité élever sa statue dans le temple de Jérusalem. Et là, le légat de Syrie qui commandait en fait toute la région a compris le danger. Il a essayé de l'en dissuader et il a failli être condamné à mort d'ailleurs, mais le message de Caligula lui ordonnant de s'ouvrir les veines est arrivé après un message disant que Caligula avait été assassiné. Donc c'est comme ça que provisoirement il y a eu un répit. Alors nous arrivons tout ça grondait pendant tout le 1er siècle. Oui. Nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être une dernière question au fond, et on verra la chute de Jérusalem dans 2 semaines. Mais est-ce que cette domination et son expression, cette domination romaine, sont-elles si différentes de celles des autres provinces romaines? Est-ce qu'il existe au fond un particularisme juif? Oui. Certainement, parce que dans les autres provinces romaines, on s'est très bien accommodé du culte impérial, même on y a poussé en Égypte, parce qu'on avait l'habitude du culte des pharaons et puis du culte des souverains hellénistiques. Donc là, cela fait une très très grosse différence. Et les soldats que les Romains envoient sur place ne sont pas tous des diplomates, donc il leur arrive de se moquer, de faire des provocations religieuses à l'entrée du temple, de brûler un rouleau de la Torah.
Et donc ça entretient l'animosité dans la population. Et lorsque arrive l'époque de Néron, on envoie sur place des gouverneurs qui sont totalement corrompus et qui ne songent qu'à leur fortune personnelle. Donc ils pressurent la population. Et les publicains qui sont chargés de lever les impôts, eh bien, se lèvent plus qu'il ne faut. Hein. Il y a donc des abus qui amèneront progressivement au nationalisme à se développer. Oui, et puis le trésor du temple exerce une fascination sur tout ce qui passe, parce qu'on sait qu'on recueille de l'argent dans tout le monde juif, depuis la Babylonie jusqu'à Rome, pour l'entretien du temple. Et donc, il y a des tentations de puiser dans le trésor sous prétexte de construire un aqueduc ou autre chose, même pour Pilate l'avait fait aussi. Et donc, à la veille de la révolte, on verra les Juifs humoristiquement tendre la main pour mendier pour ce pauvre gouverneur qui a besoin de quelques sous. Eh bien, merci beaucoup Mireille Hadas-Lebel d'être venue à notre micro. Flavius Joseph, le Juif de Rome, c'était le titre de votre biographie parue chez Fayard, qui est toujours disponible, même si elle a été publiée il y a plusieurs décennies, je crois. Et puis, vous venez d'éditer dans la collection bouquins les œuvres complètes de Flavius Joseph, que nous allons découvrir la semaine prochaine. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre cours d'histoire.